Je suis Guy Camus, né ici, à la Terrasse-sur-Dorlay. Voilà, nous étions une famille de 5 enfants. Et puis papa était tresseur. Alors l'entreprise, de ce que je peux savoir, moi, c'est qu'elle a été rachetée par mon grand-père à la famille Calais. La famille Calais, elle a été rachetée à Johannes Calais. Son papa était déjà Barthélemy Calais, qui était tresseur. Donc on peut imaginer qu'en 1870, 1880, c'était la famille Calais. Alors après, si on remonte plus loin, il y avait on parlait d'une famille Brun qui était dans la tresse, ça j'en suis pas sûr. Hein, mais toujours est-il qu'on remonte après à la création de la roue de pêche. Donc la roue qui allait entraîner tous les métiers à tresser qui étaient dans ces bâtiments-là. Donc la famille Calais, en 1933, Johannes vend à mon grand-père et papa, à 25 ans, s'installe ici. Il était célibataire et puis voilà, il a pris la suite des clients de la famille Calais. Ce que je sais, c'est que tout n'était pas en métier en bois. Il y avait une bonne partie du parc qui était en métier fer, les métiers dits barmen. Papa s'en est séparé. Il s'en est séparé pratiquement tout de suite, puisque moi, quand je suis arrivé là, en 56, il n'y avait plus de métier fer. Il n'y avait plus de métier fer, tout était en métier en bois. Et papa a toujours continué avec les métiers bois. Toujours. Jusqu'en 72. 33-72, ouais, parce qu'après papa est tombé malade et l'usine s'est arrêtée en 72. Ah, que des tresses. Que des tresses. Alors bon, bah, à l'époque, moi j'imagine, en 33, c'était beaucoup de tresses plates, de tresses abordées comme celle-ci, de tresses laines, les serpentines. Le fameux croquet là, qui était très utilisé sur le linge de maison, sur les vêtements d'enfants et sur même les blouses de travail. Et puis, il y avait tous les lacets de chaussures, il y avait tous les... Oui, il y avait beaucoup de tresses sur les vêtements à l'époque pour enjoliver les vêtements. Ça partait tout en confection, ouais. Alors les matières utilisées à l'époque, c'était tout du naturel et il n'y en avait pas beaucoup, puisqu'il y avait la soie naturelle, le coton, la laine. On était tout dans les fibres naturelles, là. Polyester n'était pas arrivé encore. Et bon, est arrivé, je crois, après la guerre, la fameuse rayonne, dit viscose, dit soie artificielle, qui là a un peu révolutionné le métier parce que c'était une matière qui se travaillait vraiment très bien et qui petit à petit a remplacé la soie naturelle. Donc la viscose, la rayonne, ça a vraiment pris la première place de matière. Et puis bien sûr le coton, la laine, les fibres naturelles, le lin, le chanvre, c'était utilisé tout ça. Moi déjà, en 60, j'avais 4 ans et je commençais à courir de partout là. Et surtout ici, là où je suis là. Si les planches pouvaient parler, elles m'ont vu passer. Et à l'âge de 4 ans, j'ai commencé à tripoter sur les métiers parce que j'étais passionné. Ces machines m'émerveillaient, elles m'émerveillent toujours d'ailleurs. Et j'ai fait, donc j'ai essayé d'aller à l'école comme je pouvais, parce que les soirs, bien évidemment, je faisais jamais mes devoirs, je descendais toujours à l'usine, on habitait juste au-dessus des métiers. Et j'ai fait mes études. Papa, bien sûr, quand papa a fermé l'usine suite à des problèmes graves de santé, puisqu'il avait fait un infarctus assez sérieux, l'usine s'est arrêtée en 72. Et moi, en 72, je n'étais qu'en 3e. Et là, pour moi, c'était très dur de voir tous ces métiers s'arrêter. Et puis voilà, quoi. Donc j'ai continué mes études. Papa est décédé 3 ans après, en 75. Et puis là, j'étais encore étudiant. J'ai fini mes études en 81.
après avoir constaté, suite à mes études, que ce n'était pas si difficile que ça, que de gérer une entreprise et de redémarrer une usine quelle qu'elle soit. Donc, je me suis dit, pourquoi pas redémarrer celle de papa. Donc, 10 ans après, j'ai pu redémarrer l'usine de papa, mais surtout, l'élément déclencheur, c'est grâce à l'aide d'un tresseur de Saint-Paul-en-Jarret. Saint-Paul-en-Jarret, monsieur Georges Gorin, qui lui était un tresseur indépendant à Saint-Paul-en-Jarret, qui était devenu un tout petit tresseur, mais qui tournait encore bien, et qui n'avait pas d'enfant, qui savait que dans les fils Camus, il y en avait un qui s'y intéressait, et il est venu me voir. Et il m'a dit, ça te dirait de redémarrer l'usine de ton papa, et comme ça, petit à petit, je te céderai ma clientèle. Et moi, les quelques métiers qui tournent à Saint-Paul, on les monte ici, et puis tu peux redémarrer l'usine de ton père. Et moi, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai sauté sur l'occasion puisque j'étais justement dans une démarche où je me disais que c'était pas compliqué de gérer une entreprise. J'avais fait des études de comptabilité, de gestion d'entreprise, etc. Donc, hardi petit, c'est parti. Septembre 82, les métiers redémarrent. Et là, c'était assez extraordinaire parce que quand on a su dans le milieu que la maison Camus rouvrait, j'ai beaucoup de clients papa qui sont revenus. C'était chouette, ça. Et puis voilà, et là, c'est reparti, et puis ça tournait bien. Monsieur Gorin m'a lâché, il m'a lâché en 84. On est restés 2 ans ensemble, à travailler ensemble. En 84, il s'est définitivement retiré. Et puis après, j'ai continué seul, et puis voilà. Et ça marchait bien. J'étais heureux. Alors, il y avait des donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre, c'était pour tout ce qui était le travail qu'on faisait à Façon. Donc là, j'avais plusieurs donneurs d'ordre sur Saint-Chamond. Beaucoup sur Saint-Chamond, un peu sur Saint-Étienne et quelques-uns à Lyon. Et donc ça concernait tout le travail à Façon. Donc ça, ce sont des gens qui vous donnent des fils et puis qui vous disent, voilà, je veux telle tresse. Il y a comme un cahier des charges, quoi. Il faut faire la tresse comme ils la veulent, avec leurs fils. Donc ça, j'ai beaucoup démarré comme ça, parce que M. Gorin travaillait beaucoup à Façon. Donc la Façon, comme c'est bien connu, ça paye moins bien que la vente. Donc petit à petit, je quittais la Façon et je cherchais à vendre mes propres produits, à créer mes propres produits et à vendre mes propres produits. Donc ça c'est... L'un a effacé l'autre au fur et à mesure des années. Hein. Les façonniers, déjà les donneurs d'ordre, il y en a beaucoup qui arrêtaient. Donc ils arrêtaient purement et simplement parce que c'était des maisons qui étaient anciennes, il n'y avait pas de repreneurs. Donc ils s'arrêtaient purement et simplement. Et moi, tous ces articles, je les remplaçais par mes propres produits que je créais et que je vendais, là, du coup. Je commençais à acheter mes propres matières. Et ça, alors après, les donneurs d'ordre lyonnais, alors eux, c'était un peu spécial, c'était toute la fameuse, tout le grand panel de tous les doreurs lyonnais, là, c'était très très gros, ça c'était connu mondialement. Et les doreurs lyonnais, je travaillais avec beaucoup de doreurs lyonnais parce que énormément de fils fragiles que eux fabriquaient, les fils d'or et d'argent, ne pouvaient se travailler que sur les métiers en bois. Parce que là, on est quand même dans l'époque où toutes les usines de tresse s'équipaient de métiers rapides. Hein, et moi, il était hors de question que j'achète un métier rapide, parce que papa avait toujours dit, tu garderas des bois et tu resteras toujours en bois. Il faut rester en bois. Le dernier qui aura toujours du travail. J'ai gardé toujours cet objectif. Et ça a marché. Le Maghreb était des très très gros clients des tresseurs de Saint-Chamond, hein, pour tout ce qui était de la serpentine, les fameux métiers tresse algérienne, qui ont été des métiers qui avaient été mis au point à la demande d'Algériens, des métiers qui ont été construits par des constructeurs de Saint-Chamond pour créer une tresse comme l'avaient demandé les Maghrébins, c'est-à-dire Algérie, Tunisie, Maroc. Ils avaient demandé une tresse, ils voulaient un chevron au centre, et des métiers ont été fabriqués exprès pour eux. Et ces métiers, on les a toujours appelés des métiers tresse algériennes. Et ça, c'était une très grosse production de papa. Serpentine, tresse algérienne, la tresse khitane, c'est un cordon carré, c'est un cordon avec des faces carrées, et les serpentines, et puis d'autres fantaisies
tout en rayonne, tout de la rayonne, bien sûr. Et ça, c'était un très gros marché pour le Maghreb. Alors ça, moi, ces clients-là, algériens, marocains, certains sont revenus quand j'ai rouvert. Certains sont revenus. J'ai jamais eu de commerciaux. Ça s'est toujours fait de bouche à oreille ou par connaissance. Vous savez, le milieu de la tresse, on n'était pas nombreux. Hein. On n'était pas nombreux. Hein. Celui qui cherchait dans les années 80-90 de la serpentine, il savait très bien à qui s'adresser. Hein. Et non, j'ai pratiquement, sur la fin, après quand j'étais en Haute-Loire, ouais, j'ai eu un commercial, mais non, j'ai pas de... Ici, parce qu'en fait, j'ai tourné ici là, j'ai tourné de 84 à 92. J'ai tourné à la terrasse Sordorlay, après j'ai déménagé. Mais là, non, j'avais pas d'export. Non, c'était tous des clients français, oui. Oui, 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 bah, les salariés. Donc moi j'avais repris les salariés de... Donc comme au départ je démarrais avec rien, donc j'avais repris tous les salariés de Georges Gorin. Donc pour elle, ça n'a pas été un problème que de travailler à Saint-Paul ou de travailler à la terrasse. Elle montait ici et j'avais repris ses 6 salariés. Il avait 6 salariés, moi je suis resté comme ça. Je suis resté avec ces 6 salariés. Quand il y avait des périodes de bourg, eh ben, on prenait des personnes comme ça qui venaient pour 2-3 mois. Mais je suis resté toujours entre 6 et 10. Je n'ai jamais dépassé 10 salariés. Je ne voulais pas passer le cap de 10. Et puis 10 salariés, il fallait en faire des tresses, des mètres de tresses. En fait, le gros atout pour moi, c'était d'aller dans une usine. Je me construisais une usine neuve. Parce qu'ici, je travaillais sur 3 niveaux. Les canettes étaient faites au niveau milieu. Des métiers au-dessus, des métiers en dessous. Je faisais que monter les escaliers en bois, les descendre. C'était d'un compliqué, c'était complètement fou. Et de savoir que ça pourrait tourner dans une usine. Et comme je ne pouvais plus bien me servir de l'eau, la rouge, je m'en servais de moins en moins. Donc l'intérêt de rester ici pour avoir l'énergie hydraulique, c'était plus possible. Donc j'ai pu monter en Haute-Loire et dans une usine toute neuve, toute plate, plus de plancher, les métiers, ils se déplaçaient très facilement et tout. Tout était sur place, les canetières étaient à côté des métiers. C'était le rêve, quoi. C'était un peu une usine de rêve que je m'étais fait en Haute-Loire et puis j'avais monté tous les métiers là-haut. Et là-haut, j'ai tourné 92-2015. Tout est parti d'une idée de Jean-Claude Dubouchet, maire très connu, nombreux mandats sur la terrasse Sordorlay, et de mon frère Jacques. C'est-à-dire on est en 1900... Alors attendez, moi j'avais rouvert en 82. Ça avait été rapide. La commune était tellement contente que j'avais remis l'usine en route en 82, que ça doit être en 83 qu'on a fait cette exposition et que Jean-Claude Dubouchet avait dit on pourrait faire une exposition, parce qu'après tout, beaucoup de gens de la terrasse Sordorlay avaient entendu parler de ces usines, mais beaucoup n'avaient pas trop vu un métier en bois de près, comment un métier en bois tournait, etc. Et mon frère, qui était très bricoleur et tout, hardi petit, lui, ça lui a pas fait peur de monter un menard sous la mairie, à la terrasse Sordorlay, pour une exposition qui avait duré plusieurs mois. Et là, hop, mon frère a conçu un menard. Un menard, c'est l'arbre qui entraîne tous les métiers. Et hop, sous la mairie, on a mis un menard et on a monté plusieurs métiers. Mais on en avait mis pas mal. Hein. On en avait mis peut-être une vingtaine. Hein. Et là-haut, on monte une micro-usine. Et là, Jean-Claude Dubouchet était tout content parce que ça faisait bien voir ce qu'était l'usine de tresse. Et il y a eu tellement de succès avec cette exposition, là, des métiers qui tournaient et tout ça, qu'après le parc du Pilat est venu nous trouver, mon frère et moi, et nous ont dit, mais pourquoi on ne ferait pas carrément un écomusée, un musée adjoint à votre usine? Et puis l'idée est partie, et puis là, alors on s'est bougé. C'était incroyable, parce que là, je vous parle de 83, et en 86, le musée ouvrait, hein, vous vous rendez compte? En 3 ans.
En 86, le musée ouvrait et on avait laissé comme il est là. On a enlevé un menard qui était ici, là, pour faire le parcours public. Et le musée ouvert en 86, donc un écomusée. Un musée les métiers étaient tous en état de marche. C'est comme ça que ça s'est passé. 86, voilà. Et 92, je partais. Le parc du Pilat s'occupait du musée. Il y avait des gens du parc qui venaient, des gens du parc que j'avais formés au départ, à qui j'avais expliqué comment ça marchait. Puis au début, il y avait très peu d'ouverture. Je me rappelle bien, c'était ouvert juste le week-end. Il y avait très peu d'ouverture. Et voilà comment s'est passé le musée. C'était une très bonne chose. Non, les conditions de travail, elles étaient en poste. C'était en poste, 5h, 13h, 13h, 21h. Elles avaient une pause d'une demi-heure. Et qu'est-ce que je vous dis, c'était toutes des femmes qui aimaient leur métier, ça c'est sûr. Elles aimaient beaucoup ce... En fait, elles garnissaient les métiers. Il y en avait certaines qui étaient, qu'on appelait les tresseuses lasteuses. Donc elles étaient à passer les canettes. Elles étaient devant les machines, elles les garnissaient, elles garnissaient les machines. Et puis d'autres étaient bobineuses, c'est-à-dire qu'elles étaient aux canetières. Elles s'occupaient de faire les canettes avec les fils. En général, ça passait pas trop d'un autre poste à l'autre. Chacune avait appris ce qu'elle avait appris, soit les canettes, soit les tresses. Et puis d'autres étaient aux finitions, au conditionnement des tresses sur bobine ou sur planchette. Que souvent on faisait à la main. Et leurs conditions de travail, ma foi, je ne sais pas si au niveau social, souvent elles étaient indexées sur le SMIC français, quoi. Mais dans l'ensemble, ça se passait bien. C'était Enfin bon, après, moi je sais que j'ai jamais eu trop de problèmes avec mes salariés, moi. Jamais, jamais, même en Haute-Loire. Alors moi, j'ai eu un salarié homme, parce qu'à un moment donné, ici, j'étais un peu submergé. J'ai été dans les années 80, 86, 92, ouais, j'étais un peu submergé. Et là, j'avais un gareur, qui était d'ailleurs le mari d'une des ouvrières qui vous a fait un témoignage déjà. Et il a travaillé avec moi 3-4 ans, là, et que je l'avais formé entièrement. Et effectivement, il m'épaulait un peu pour tout ce qui était du graissage des métiers, des mises de courroie, des pannes éventuelles. Il m'épaulait, quoi. Donc ça, quand on avait des hommes, c'était pour être gareur, graisseur, tout ça. Mais pour ce qui est de travailler sur les canettes, sur les métiers, les fils, c'était toujours des femmes. Parce que les femmes, elles sont plus adroites que les hommes, hein, surtout pour ce qui est minutieux. Et puis, quand vous aviez ces fils de soie, ces fils de rayonne, qui sont très fragiles et tout, les hommes, ça a parfois toujours les mains un peu rugueuses, et quand ça les rentre là-bas dedans, ça abîme tous les fils. Que les femmes, c'était bien, c'était pratique, et les doigts étaient toujours nickel. Et là, on savait que c'est une des grandes raisons pour lesquelles c'était toujours des femmes qui étaient sur les métiers. Parce que ça travaillait toujours plus méticuleusement. Et c'est vrai que j'ai jamais trop connu d'hommes qui étaient tresseurs, lasteurs et qui garnissaient les métiers. J'en ai pas, non, j'en ai jamais connu, moi. Ah bah oui, le bruit, oui. Alors c'est vrai que c'est très bruyant, c'est un bruit sourd, puisque c'est le bruit de la mécanique des fuseaux, la ferraille des fuseaux qui s'entrechoquent et qui font du bruit, mais le bruit est assourdi par la présence du bois. Et ce bruit, il est sourd, il est régulier, il n'y a pas d'à-coup. Et c'était une habitude, ça, parce que moi, j'ai jamais vu de protection auditive dans les usines de tresse, jamais, jamais. C'est la réglementation qui, après, s'est mise à l'imposer dans les années 2000. Mais c'était une habitude à prendre, parce que même quand beaucoup de métiers tournaient, ça faisait énormément de bruit. Et ben, avec les ouvrières, on se parlait très bien. C'était une habitude, on se parlait très bien et on n'avait jamais eu de protection auditive et on se parlait très bien. Par contre, vous preniez des gens qui n'étaient jamais rentrés,
il disait « Ah non, mais je vous entends pas, je peux pas. » En fait, c'est parce que... Est-ce qu'on lisait sur les lèvres? J'en sais rien. Mais on se comprenait très bien. Et puis alors après, effectivement, dans les années 2000, 2010, les protections auditives sont arrivées et les personnes les mettaient si elles voulaient. Moi, je sais que j'en ai jamais mis, jamais pu supporter. En Haute-Loire, j'en avais qu'une qui en mettait. Autrement, non, on avait pris l'habitude, on n'en mettait pas. Mais c'est vrai que ça avait du bruit. L'inspection du travail, on était au-dessus des décibels autorisés. Hein. Ça, c'est sûr. Moi, je ne sais plus les chiffres, mais ça faisait du bruit. Ah oui, non, mais ça, c'était moi, ça. Ça, c'était moi. Je savais tout de suite s'il y avait un fuseau à quelque part qui... Parce qu'on entendait taper. On pouvait entendre taper. Alors, ça, c'est un fuseau qui... Bon, alors, à la limite, j'arrivais devant le métier, je regardais le métier tourner, et paf, je trouvais l'endroit où c'était une future panne pour le métier. C'était une future panne. Donc ça, c'est des petits bruits que j'entendais malgré tout le reste. Hein. Et puis après, il y avait les défauts de graissage sur les machines. Les défauts de graissage, alors si ça se mettait à quiner, mais alors très très aigu, limite du supportable, eh ben ça c'était la pilette en haut, la vis sans fin qui était sèche et qui là se mettait à quiner. Alors ça c'était rien, une petite goutte d'huile et puis c'était fait. Il y avait plusieurs bruits, qu'on pouvait identifier. Ouais. Ah oui, mais ça c'était surtout moi qui connaissais ces bruits-là. Les personnes que j'ai garées, qui ont pris la suite de moi, parce que tous mes métiers tournent toujours, eh bien ça y est, ils commencent à avoir l'oreille là maintenant. Et au bout de 10 ans, hein, ça fait 10 ans.